Quoi de neuf dans le traitement du diabète de type 1? Il vous a pas échappé que 2021, c'est l'année du centenaire de la découverte de l'insuline. Je fais un petit rappel quand même parce que, puisqu'on va parler nouveauté, quel parcours a été fait depuis 1921? 2 décembre 1921, c'est la date où le premier être humain a reçu de l'insuline. Alors, il s'appelait Thomson, Leonard Thomson, mais c'est pas lui que vous voyez sur la photo. C'est une photo qui est très connue, qui est dans tous les textbooks, mais c'est pas lui. Bon, peu importe, c'est un patient qui avait à peu près cet état-là. Il avait 14 ans, Leonard Thomson, et cette photo illustre le fait qu'un enfant diabétique avant 1921, sa durée de vie était de moins de 3 ans. Donc, 1921, production d'insuline animale extractive. Leonard Thompson a reçu de l'insuline, vous savez, extraite par Banting et Best, les deux chercheurs canadiens qui ont eu le prix Nobel un peu plus tard en 1923. Rapidement, l'insuline animale a été d'autres origines, en particulier d'origine porcine. Et si on mettait quelques dates sur cette ligne en pointillé, qui rappelle, juste pour avant de parler des nouveautés en 2021, je rappelle que l'insuline rapide a été utilisée uniquement sous cette forme-là, juste dans les années 70. La forme retard, la première forme d'insuline retard qu'on a tous utilisée, je crois, en tout cas les plus anciens qui sont présents ici aujourd'hui, c'est l'insuline NPH qui a été une insuline particulièrement une insuline retard, la première insuline retard qui a été utilisée. Ça, c'est dans les années 70. Dans les années 80, on a pu, parce que la séquence d'acide aminé de la molécule d'insuline avait été en 1955, je crois, a pu être décryptée, on a pu produire de façon industrielle de l'insuline humaine. La structure de la molécule était identique à l'insuline humaine, ce n'était plus de l'insuline animale, mais c'était une production, une synthèse chimique. Donc pendant des années, en tout cas jusque dans les années 80, l'insuline humaine synthétique a été utilisée. C'était un progrès nettement en termes absence de production d'anticorps, pureté des insulines, efficacité. Les années, alors là, on se rapproche des années plus modernes. Dans les années 80, là, on est à l'ère du génie génétique permettant la production toujours d'insuline humaine, c'est-à-dire la même structure à l'acide aminé près que l'insuline humaine naturelle, produite par recombinaison, c'est-à-dire qu'on a pu mettre le gène codant l'insuline humaine dans des bactéries et produire de l'insuline humaine dite recombinante. Donc, production industrielle d'insuline humaine recombinante à large échelle. C'est encore cette insuline-là qui est ce mode de production qui est utilisé aujourd'hui. Dans les années 90, on arrive bientôt à notre période actuelle, dans les années 90, et j'en parlerai un petit peu aujourd'hui. On est à l'ère, dans les années 90-2000, à l'ère de l'utilisation des analogues de l'insuline. Alors, les analogues de l'insuline, c'est aussi un progrès parce que c'est la molécule d'insuline humaine qui est modifiée. Elle est modifiée en substituant un ou deux acides aminés en particulier pour la rendre plus ou moins active. Donc, c'est les analogues rapides de l'insuline, puisque vous savez que l'insuline humaine, quand elle était dans sa forme naturelle, synthétisée avec deux chaînes, etc., sans modification d'acide aminé, elle avait la tendance à former des hexamères, d'où un retard d'action, un délai d'action très important. Ce qui se rappelle, c'est qu'on apprenait à nos diabétiques, on injectait de l'insuline rapide, il fallait attendre 20 minutes, une demi-heure avant de passer au repas. Donc les analogues rapides ont été produits en modifiant quelques acides aminés pour les rendre rapides ou ultra rapides comme action. C'est un progrès dans l'action, dans la qualité de vie, dans la souplesse des injections. Et en même temps, on a fait la même chose pour les insulines lentes, ce qu'on appelle des analogues lents, pour les rendre d'action encore plus prolongée, moins variable. Voilà tous ces progrès qui ont été effectués au cours du siècle dernier. C'était nécessaire de le rappeler. Évidemment, là aujourd'hui, je ne vous parlerai pas que d'insuline, d'autant plus qu'il va y avoir, je crois, un symposium juste après, je vous parlerai assez peu d'insuline, mais l'insuline qui a progressé en tant que molécule thérapeutique au cours de ces 100 dernières années, elle est aussi accompagnée par des progrès technologiques qui, alors, eux, sont exponentiels, qui sont récents, et c'est tous les nouveaux modes d'administration de l'insuline, notamment les nouveaux stylos. Je vais vous parler quand même des nouveaux stylos, je ne vais pas vous parler que des pompes, et
quelque chose qui est considéré, en tout cas, par les médecins, mais aussi par les patients, comme quelque chose de très attendu, un peu comme le Graal, c'est-à-dire le pancréas dit artificiel, c'est un mauvais terme, c'est-à-dire les pompes qui sont connectées et qui vont réguler la glycémie de façon autonome. C'est un petit peu ces différents outils que je vais développer, en tout cas les derniers à être utilisés. Je vous parlerai peu des études en développement, parce qu'on a beaucoup d'études qui se développent, mais on ne sait jamais trop quand seront les produits, quand seront comment dire, sur le marché les produits. Donc je vais parler vraiment des nouveautés qui sont déjà utilisées chez l'enfant. Les objectifs, je voulais faire un petit rappel avant de commencer. On a des objectifs métaboliques qui sont basés sur l'hémoglobine glyquée. Historiquement, ils sont très, très importants. Dans les différentes sociétés savantes, l'ISPAD en tête, mais aussi le consortium SWIT, vous savez, c'est un consortium qui essaie de fédérer des centres d'excellence du diabète de l'enfant. Mais moi, j'apprécie beaucoup. On n'a pas d'équivalent en France, hein. Vous avez le registre allemand du diabète de l'enfant qui fédère tous les centres pédiatriques de diabétologie en Allemagne et en Autriche, qui permet de fournir des données épidémiologiques. On peut savoir le nombre d'enfants qui sont par exemple sous pompe et quelles sont les données. Et c'est justement sur ce genre de registre en particulier, dans le registre Switch, que je voulais vous rappeler que pendant des années, y compris jusqu'en 2017-2018, les résultats en termes d'hémoglobine glyquée en Europe, hein, mais je pense que c'était à peu près la même chose partout, n'étaient pas meilleurs avant 2019. Quand des enfants étaient traités par multi-injection ou par pompe. Et ça, je voudrais souligner parce que c'est très récemment que la pompe dans ce genre de données a pu être montrée, parce que la pompe devient de plus en plus sophistiquée, a pu montrer des résultats meilleurs. Mais voyez que la différence n'est pas énorme, parce que nous, on va vous montrer nos résultats. On a 60% des enfants diabétiques qui sont sous pompe, et ça ne fait que augmenter. Et bientôt, on attend à ce qu'il n'y ait plus que des enfants sous pompe. Il y a des raisons pour le faire, mais vous voyez, on n'est pas non plus particulièrement pénalisé. On peut obtenir aussi des résultats tout à fait satisfaisants avec de bonnes insulines, éventuellement de nouveaux stylos. Il y a la différence, hein, est relativement faible. Ça, je voulais le rappeler. Ça, c'est pour l'hémoglobine glyquée. Évidemment, les nouvelles technologies que je vais évoquer aujourd'hui, parce que l'hémoglobine glyquée, on le dit toujours, c'est une moyenne. Si on dit que une population d'enfants diabétiques atteint les objectifs et que les hémoglobines glyquées tournent autour de 7%, on est très satisfait de ce résultat. Sur la diapositive initiale que je vous ai montrée, il y a à peine 10 ans, ces résultats n'étaient absolument pas du même ordre. Les populations d'enfants diabétiques, l'hémoglobine glyquée moyenne en Europe, elle était de 8,5, voire 9% il y a 10-15 ans. Donc clairement, les choses ont progressé sous l'effet des nouvelles insulines, des moyens de surveillance glycémique, éventuellement des pompes. Mais si l'hémoglobine glyquée est un des objectifs, vous savez que on tient compte de plus en plus d'un autre élément, d'un autre critère, un autre biomarqueur de l'équilibre glycémique, qui est la variabilité glycémique. Et la variabilité glycémique, pour l'évaluer, il faut avoir des mesures continues de la glycémie. Alors, vous me direz, dans les échanges que nous aurons après, évidemment, depuis 2017, ce dispositif, en particulier celui-là, hein, le Freestyle Libre, il n'y a pas que ce dispositif qui permet aux enfants diabétiques d'avoir une mesure continue de la glycémie, mais quasiment 100% des enfants, qu'ils soient sous stylo, multi-injection ou sous pompe, ont une mesure continue de la glycémie. Et là, on voit par exemple un exemple quotidien, minuit, midi, minuit, 24 heures plus tard, la courbe glycémique qui évolue. Alors, voilà ce qu'on appelle le temps dans la cible. Il se trouve que pour ce patient, on a été assez stringent. L'objectif ciblé, c'est d'avoir des glycémies permanentes entre 80 et 140. Alors cet objectif, il est relativement bien obtenu ici, avec une moyenne glycémique sur un mois, sur 15 jours, pardon, 15 décembre, 30 décembre. Vous voyez que la moyenne est très bonne. Évidemment, l'hémoglobine glyquée estimée est très bonne. Et donc, ce temps dans la cible, il est corrélé le taux d'hémoglobine glyquée, mais parfois, le temps dans comment dire, vous pouvez avoir une hémoglobine glyquée, comme vous le savez, qui est satisfaisante, avec un taux par exemple autour de 7%, mais qui se fait, comme c'est l'hémoglobine glyquée, c'est une moyenne, qui se fait au prix d'une grande variabilité glycémique. C'est-à-dire que si vous avez, contrairement à ce patient, des courbes qui vous montrent non pas une glycémie qui est très très stable, très très plate, mais qui fluctue entre des hyper d'un côté et des hypos de l'autre, l'hémoglobine glyquée
prélevée, la vraie hémoglobine glyquée, prélevée au niveau sanguin, va être bonne parce que ce sera une moyenne entre un peu trop d'hypo et un peu trop d'hyper, mais la variabilité glycémique va être mauvaise. Et ça, c'est l'objectif de demain, d'obtenir une bonne, une absence de variabilité glycémique, une stabilité glycémique, et les Anglais appellent ça time in range, c'est-à-dire d'avoir plus de 70%, c'est pour ça que c'est indiqué en vert, plus de 70% du temps glycémique obtenu avec la mesure continue de la glycémie dans la cible, donc le terme anglais time in range. Vous voyez que pour cette variabilité glycémique, les méta-analyses montrent clairement une grande supériorité de la pompe versus les multi-injections. Là, il n'y a pas photo. L'hémoglobine glyquée, qu'on soit au multi-injection, basal bolus ou pompe, pas de grosse différence en termes d'hémoglobine glyquée. Par contre, en termes de variabilité glycémique, c'est très important. Et ça, c'est lié au fait qu'évidemment, la pompe à insuline, en plus, je vous montrerai les nouveaux modèles de pompe, permettent d'avoir une insuline, non seulement une insulinothérapie, non seulement intensive, mais très physiologique. Et évidemment, on arrive à obtenir des résultats qui ressemblent pratiquement à ça chez beaucoup d'enfants si on utilise des technologies en cours de remboursement en France pour l'instant. Je vous montrerai des exemples. Donc voilà un petit peu le rappel des objectifs. Ceci dit, il n'y a pas que de la technologie, il n'y a pas que des objectifs métaboliques. Je vous partage ma vision de la prise en charge thérapeutique globale du diabète de l'enfant. Ce n'est pas parce qu'on aura de plus en plus d'enfants avec des dispositifs extrêmement coûteux, des pompes extrêmement performantes que ce sera l'équilibre métabolique de tous les enfants diabétiques sera obtenu parce que cette technologie, elle est complexe. Elle doit être quand même gérée avec un accompagnement des équipes soignantes. Or, j'imagine peut-être qu'en Tunisie c'est la même chose, l'augmentation très importante du nombre d'enfants diabétiques n'est pas suivie immédiatement de l'affectation personnelle dans les hôpitaux. Autrement dit, en tout cas c'est le cas en France, on a beaucoup de grosses structures qui recrutent de plus en plus d'enfants diabétiques, mais ce n'est pas pour autant que d'année en année on a plus de médecins ou d'infirmières. Je vous rappelais le consortium, les recommandations de certains consortiums comme SWIT ou le consortium allemand. Il faudrait avoir, d'après ces guidelines, chaque fois qu'il y a 100 nouveaux diabétiques, un médecin temps plein. C'est-à-dire qu'un médecin temps plein, et c'est pareil pour les infirmières, un médecin temps plein pour 100 diabétiques. Nous avons, par exemple, une cohorte de 1200 enfants diabétiques. Nous n'avons pas l'équivalent de 12 médecins temps plein. Donc, il y a un problème aussi pour accompagner ces nouveaux traitements dont on parle aujourd'hui, des challenges à relever, qui sont les conditions de travail. Des diabètes qui, nouveaux traitements ou pas, la société, les enfants diabétiques sont le reflet de la société, donc on a des populations précaires, des diabètes que j'appelle à l'abandon, pour des raisons sociales ou familiales. Ces patients-là sont très difficiles à prendre en charge et il faudrait se mobiliser, avoir des moyens pour cela. Donc, je ferai une petite réflexion et on a plusieurs solutions. Enfin, à Lyon, je finirai par vous montrer la solution que nous avons choisie. Est-ce qu'il faut avoir des centres de référence? Vous savez qu'en France, on est assez fort pour certains centres de référence nationaux, c'est-à-dire que le ministère de la Santé finance, par exemple dans les maladies rares, c'est une caractéristique française, on a des centres de référence pour beaucoup de maladies rares, donc c'est vraiment une très très bonne chose, ça a permis de créer des centres labellisés, certes, mais avec les moyens humains, médecins, infirmières, etc. Ce n'est pas le cas du diabète de type 1. On a une épidémie, entre guillemets, de diabète de type 1 parce que l'épidémiologie du diabète de type 1 augmente, en France, mais en Tunisie, c'est pareil, et on n'a pas de création immédiate de centre de référence. C'est un problème de santé publique, le diabète de type 1, j'estime, qui n'est pas pour l'instant pris en compte par nos gouvernants vu la rapidité d'augmentation des nouveaux cas. On peut avoir donc réfléchir. Et je ne dis pas que la solution doit être globale à l'échelle d'un pays. Donc, suivant les centres, suivant les CHU, on peut avoir, pour résoudre ce problème, plus d'enfants diabétiques et une équipe soignante qui ne bouge pas, comment toujours apporter des soins de qualité. Il faut utiliser des moyens qui peuvent passer par des plateformes. Je vous montrerai la solution pour laquelle nous avons opté à Lyon. Il faut déléguer les tâches aux infirmières. Ça j'y crois beaucoup. C'est quelque chose qui existe au Canada, par exemple, beaucoup, pour prendre un exemple, qui existe très peu en France, c'est-à-dire que beaucoup non seulement l'éducation thérapeutique, mais les consultations devraient être pratiquées par les infirmières en diabétologie,
qu'en France, une infirmière n'a pas le droit de faire des consultations ni de prescrire. Et puis voilà, on peut avoir d'autres idées, prendre en charge à domicile, ce qu'on appelle des hospitalisations à domicile, des équipes mobiles. Mais moi, pareil, vous voyez, en France, on a une administration qui est assez rigide. Donc, aucune infirmière travaillant au sein de l'hôpital n'a le droit de se déplacer au domicile du patient. Voilà un petit peu la réflexion qui doit accompagner les nouveaux traitements, les nouvelles molécules. Les nouvelles molécules, les nouveaux traitements, je les ai divisés en 3 parties, si vous voulez bien. Je vais parler des insulines, enfin, l'insulinothérapie sans pompe. Et aujourd'hui, en 2021, je crois qu'il va y avoir un exposé après moi, les insulines se développent de façon, là aussi, très, très intéressante. On a des nouvelles insulines qui arrivent régulièrement. Et donc, ce qui est un peu moins connu, ce sont aussi les nouveaux stylos. Donc, je pense, quand je dis le patient qui n'a pas une pompe à insuline, pour moi, n'est pas un patient pauvre vis-à-vis du diabète. Hein. C'est-à-dire que le traitement par insuline sophistiqué, éventuellement des stylos qui le deviennent de plus en plus, c'est un très bon traitement. Et comme je l'ai rappelé tout à l'heure, en termes de résultats, on peut obtenir des résultats en termes d'hémoglobine glycée qui, à mon avis, sont complètement similaires. Le problème de la variabilité glycémique, c'est un autre problème. Donc, les nouvelles insulines avec les nouveaux silos, les pompes, et puis je parle très rapidement des traitements, la prévention du diabète de type 1 et la guérison du diabète de type 1. C'est un tableau qui est un peu rébarbatif parce que les choses sont écrites en petit, mais c'est ce que nous disposons dans notre service comme analogue de l'insuline. C'est pour ça que j'ai mis nouvelle entre parenthèses, parce que ça fait maintenant, et vous aussi, j'imagine, des années que nous utilisons des analogues de l'insuline. Je l'ai rappelé au début. Nous n'utilisons plus des insulines en dehors des analogues. Donc pour nous, c'est pas vraiment un nouveau traitement. Pour vous aussi, j'en parlerai peu. Peut-être que l'exposé suivant fera état du développement de tous ces analogues qui sont vraiment très intéressants. Il y a beaucoup de données qui montrent la supériorité en termes d'hémoglobine glyquée, d'hypoglycémie, des analogues par rapport à l'insuline non analogue. Quelques points de réflexion. Il y a le prix. Quand je vous dis que nous, on dispose de tous les analogues possibles, ils sont tous, les analogues commercialisés dans le monde, enfin en tout cas, sont tous disponibles sans restriction dans notre hôpital. Mais je souligne 2 choses. C'est que, vous voyez, là, par exemple, pour l'analogue rapide de chez Sanofi, j'ai indiqué le biosimilaire. Parce que l'hôpital, et j'ai fait apparaître aussi le biosimilaire de la glargine qui est ici, parce que si je dis que nous pouvons disposer de tout en France, c'est quand même une chance. On a un panel de très très large, exhaustif d'utilisation des analogues existants. Peu de différence de prix, bon, c'est quand même plus cher que l'insuline conventionnelle, et c'est finalement ce facteur économique qui peut jouer. Hein. Mais on a une incitation de nos pouvoirs publics pour utiliser, non, c'est pas ça que je voulais montrer, pour utiliser les biosimilaires qui sont légèrement moins chers. Voilà, c'est un petit peu l'évolution des choses. Et les deux, donc du coup, je ne vais pas détailler les qualités des analogues de l'insuline parce que c'est pas la nouveauté particulière qui est arrivée au cours de la dernière année. Les analogues sont là, vous les connaissez, mais il y en a 2 pour lesquels je vais un peu insister, qui eux par contre sont très récents, sont arrivés en tout cas sur le marché remboursé chez l'enfant en France et peut-être chez vous au cours des 12 derniers mois, qui est un analogue non pas rapide mais ultra rapide et un équivalent d'une nouvelle insuline lente. Alors du coup, les voilà, ces nouvelles insulines. Alors il y a des nouveaux analogues rapides et ce sont des analogues ultra rapides. Je l'ai indiqué ici. Donc il y a une molécule qui est commercialisée par le laboratoire par le laboratoire Lilly, mais qui n'est pas qui n'a pas l'AMM pédiatrique. Hein. Et puis, il y a l'analogue ultra rapide développé par Novo Nordisk, qui a l'indication pédiatrique et que nous pouvons utiliser depuis quelques mois. Alors, d'abord, quels sont
les bases du mécanisme de ces analogues ultra rapides par rapport à l'insuline rapide et par rapport même aux analogues rapides, eh bien, ils ont un début d'action plus rapide. C'est-à-dire que, je reviens sur le tableau, vous voyez que si le délai d'action d'un analogue rapide, hein, classique, conventionnel, est de 15-35 minutes, l'analogue ultra rapide, la FIASP de chez Novo Nordisk, met un délai d'action qui est réduit, 10 minutes. Donc ça se met à agir, c'est une insuline qui se met à agir très très vite. Par contre, la durée d'action, 3 heures, est pareil que celle d'un analogue rapide. L'amplitude du pic d'action est la même. La différence se situe uniquement dans le délai d'action, qui est beaucoup plus rapide que l'analogue conventionnel. Les deux ont des différences, c'est pas inintéressant, de mécanisme, c'est-à-dire que l'insuline Lispro ultra rapide est associée à un adjuvant qui va augmenter la vasodilatation, la perméabilité capillaire. Donc l'effet ultra rapide va être au niveau des capillaires, alors que l'effet ultra rapide de l'analogue ultra rapide de chez Novo va être obtenu avec des modifications de la molécule qui empêchent, ou en tout cas qui permet la production de monomères encore plus rapide qu'avec un analogue de l'insuline. Donc on a production de monomères de l'insuline dans ce cas-là très rapide et une absorption capillaire de l'analogue plus rapide avec cette insuline-là. Donc des mécanismes d'action différents. Quels sont les résultats en pédiatrie? C'était les références pédiatriques dans l'équipe de Thomas Dane en Allemagne. C'est un peu décevant en termes d'hypoglycémie, pas de différence des analogues ultra rapides, donc ces analogues très nouvellement arrivés sur le marché chez l'enfant. La fréquence des hypoglycémies, il n'y a pas de gros changements. On note évidemment une diminution du pic glycémique postprandial, à condition que l'injection soit faite en préprandial. Vous me direz, théoriquement, l'insuline a toujours été injectée avant les repas, mais les études évidemment, sur ces analogues ultra rapides, c'était pas inintéressant. Vous savez que chez les nourrissons, je pense que nous partageons la même expérience. Quand un nourrisson est diabétique, on ne sait pas ce qu'il va manger au repas. Donc, les mamans en particulier préfèrent d'abord donner à manger. Nous, c'est souvent ce que nous donnent nos infirmières comme consigne. On fait manger l'enfant diabétique et s'il a fini son repas, on peut calculer la quantité des glucides précisément et faire l'insuline après. Donc, on pouvait s'attendre à un intérêt d'un analogue ultra rapide d'être plus efficace en termes d'hémoglobine glyquée si l'injection était pratiquée après le repas. Ce n'est pas le cas. Analogue ultra rapide ou analogue rapide standard, on n'a pas de différence d'action. Donc, il faut faire, pour avoir une hémoglobine glyquée améliorée par l'analogue ultra rapide, il faut toujours faire l'injection avant les repas. Voilà ce que je voulais vous dire sur les analogues rapides. Donc, si des questions arrivent, je ne vous ai pas parlé des analogues lents comme la Degludec, qui est un analogue lent très particulier, qui a dépassé en termes de qualité, au niveau de la glargine, c'est-à-dire que la glargine qui était la glargine standard U100 concentrée à 100 unités par millilitre a été pendant très très longtemps l'analogue lent de référence. L'insuline Novo Nordisk Degludec, donc commercialisée sous le nom de Tresiba, a des qualités supérieures en termes de stabilité, délai d'action plus prolongé, action sur le phénomène de l'aube, c'est-à-dire une meilleure glycémie au lever. Je ne vous en parle pas parce que des comparaisons ont déjà été faites avec ce nouvel analogue lent qui est finalement sur le marché depuis pas mal d'années. Par contre, donc, au cours des 12 derniers mois, on peut dire que c'est un nouvel analogue lent, c'est de la glargine concentrée à 300 unités, qu'on appelle l'insuline glargine U300, commercialisée sous le nom de Toujeo. Et donc ça, c'était disponible chez l'adulte, et donc en 2020, chez les enfants, on peut disposer de cette insuline. Alors qu'elle est elle est concentrée à 300 unités par millilitre, donc elle a une durée d'action plus prolongée que la glargine standard. Elle est moins variable et le volume injecté, alors vous savez que la glargine est sensible. Des fois, les enfants se plaignent du fait que, comme il y a un excipient acide, un petit peu acide, il y a des douleurs, donc le volume injecté est moindre. Et ce qu'on peut trouver, par contre, en termes il n'y a pas de supériorité de l'U100 versus la glargine standard à 100 unités sur le plan de l'hémoglobine glyquée et de la fréquence des hypoglycémies. Tout ce qu'on peut trouver comme avantage en pédiatrie, comme chez l'adulte d'ailleurs, c'est que la durée d'action est plus longue. C'est une glargine qui a une action plus prolongée
que la glargine standard, la Lantus, à 100 unités par millilitre, et par conséquent, il y a une plus grande souplesse dans l'horaire de l'injection. Ces insulines de base, la glargine, la Lantus, sont enfin, l'injection est classiquement effectuée en soirée. Eh bien, si on fait une injection qui varie toujours dans la soirée, mais entre 20h et 24h, eh bien, le fait que cette insuline-là soit plus plate, ça n'a pas de conséquences et on est plus souple dans le schéma d'injection de cette insuline lente le soir. Je passe, alors je vérifie que je ne dépasse pas trop les horaires, j'en ai encore, voilà, j'ai encore 5 à 10 minutes. Donc du coup, je voulais quand même vous parler, alors ces insulines sont intéressantes. Donc on a progressé là on n'est toujours pas en train de parler de cette technologie qui fait fureur, qui sont les nouvelles pompes, le pancréas artificiel. Je suis toujours en train de vous parler de quelque chose qui est moins coûteux, plus disponible, et qui a un sens dans la prise en charge des enfants diabétiques. Donc, toutes ces nouvelles insulines, évidemment, permettent, comme je l'ai souligné, par cette action très lente, d'avoir des schémas basal-bolus de plus en plus performants, qu'on les fasse, bon, nous à la seringue, on n'utilise plus la seringue, mais qu'on les fasse au stylo en particulier. Mais les stylos se perfectionnent aussi, parce que ce qui manque, moi, donc du coup, je vous ai dit, nous avons, si on a 1200 enfants diabétiques, on en a à peu près 65% qui ont des pompes, mais les autres sont tous au stylo, et donc on a des enfants qui resteront sous un schéma basal bolus au stylo, parce que c'est efficace, c'est parce que c'est voulu par le patient, par le médecin. Mais ce qui manque quand on suit ces patients, c'est les données d'injection. On verra dans les plaques suivantes l'intérêt, quand on voit le patient à la consultation, de discuter des données sur un écran où apparaissent en parallèle la lecture continue de la glycémie et les injections d'insuline. Et c'est là, pour la décision thérapeutique du côté du médecin, mais aussi sur le côté éducatif, c'est-à-dire que tous les jours, l'enfant, la famille peut regarder une courbe de glycémie et voir, en fonction de l'heure, en fonction du nombre d'unités, qu'est-ce que ça a fait sur la courbe de glycémie. Vous vous rendez compte du côté éducatif, et c'est pour ça, moi je crois vraiment, accompagné avec évidemment une éducation thérapeutique de plus en plus intensive, c'est pour ça qu'à mon avis, l'hémoglobine glyquée s'est nettement améliorée au cours des dernières années, et qu'elle continuera à s'améliorer, parce qu'il y a une prise en charge du patient qui devient de moins en moins passif. Des fois, les consultations, il y avait 3 mois entre chaque consultation, le patient arrivait et puis on discutait de données, et ces 3 mois, s'il y avait des choses à corriger, eh ben, il y avait rien n'avait été fait, le patient avait été relativement passif, faute d'avoir des informations suffisantes. Donc du coup, ces données glycémiques continues, mise en parallèle des données d'injection d'insuline, elles sont possibles aujourd'hui avec un stylo. Comment on peut faire apparaître les injections d'insuline au stylo sur le téléphone portable en même temps que les données glycémiques? Parce que les stylos deviennent connectés. Alors, nous avons plusieurs stylos connectés qui apparaissent sur le marché. Je vous rassure, en France, on n'en a pas encore l'utilisation, car le remboursement n'est pas encore obtenu, peut-être pour celui-ci. Et donc, comment illustrer, moi je crois beaucoup à l'intérêt d'un stylo à insuline connecté. Voilà comment je vais illustrer ce que je viens de vous dire. Ça, c'est un stylo connecté utilisé dans notre service avec une plateforme spécifique. Je reviendrai sur les plateformes. Le stylo connecté, vous avez montré, il y a 3 marques. Cette fois-ci, c'est la marque Diabnex qui commercialise cette plateforme. Une plateforme, c'est quoi? C'est un logiciel qui reçoit les données glycémiques continues. Donc là, il se trouve que le patient, comme je dis en France, c'est remboursé à 100% depuis 2017. Tous les patients ont un lecteur qu'on appelle le FreeStyle. Donc voilà ce qui se télécharge sur la fameuse plateforme, laquelle plateforme retransmet les données sur le téléphone du patient. Et les injections d'insuline faites avec un stylo Diabnex, c'est quoi? C'est-à-dire que le Diabnex, vous prenez un stylo Novo, Lilly ou Sanofi, peu importe, il y a un clip, c'est un dispositif qui se clip sur le stylo, quelle que soit la marque du stylo, et qui va enregistrer les injections à l'horaire précis et à la quantité d'unités précises. Vous les voyez là, vous voyez, ce sont des données stockées, retransmises, téléchargées pour le patient sur son téléphone, pour le médecin à la consultation, en parallèle avec les données glycémiques. Et vous voyez le côté intéressant, le patient et le médecin peut dire, ben voilà, là tu t'es piqué
j'en sais rien moi, à 8 heures, l'injection du matin, là, on voit que le patient, il a fait une injection de façon, comment dire, exceptionnelle à 9 heures du matin parce que ses glycémies etc. Et on voit apparaître en parallèle de l'évolution heure par heure de la glycémie, les injections faites au stylo qui permet aux patients, et après avec la relation patient-médecin, de discuter et de modifier les doses. C'est extrêmement enrichissant pour l'aide à la décision pour le patient, pour que le patient s'auto-enseigne sur son diabète, sur l'évolution de ses glycémies et comment, en faisant ces injections au stylo, il agit sur l'équilibre glycémique. C'est extrêmement important. Donc voilà une nouveauté que je voulais souligner. Moi, j'attends avec intérêt l'utilisation plus large de ces stylos connectés, que rien n'arrêtera, avec un coût beaucoup moins important que la pompe. La pompe, la voilà. Donc la pompe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est celle qui est la plus sophistiquée aujourd'hui, parce que c'est ça les nouvelles pompes. Nous avons des pompes qui sont disponibles et remboursées chez l'enfant depuis 22 ans. Et puis très récemment, il y a quelques mois à peine, nous avons ce qu'on appelle à disposition, mais dans le cadre d'études, parce que pas complètement remboursées, ce qu'on appelle des pompes à insuline à boucle fermée, hybrides. Alors je m'explique, une pompe à boucle fermée, ça va être, je vais vous le montrer, une pompe qui va, en termes de débit de base entre les repas, agir sans intervention du patient, en fonction des glycémies, pour augmenter le débit de base ou le diminuer, et maintenir cette fameuse courbe, cette variabilité glycémique, pour maintenir la glycémie dans la cible de façon autonome. C'est une pompe qui est intelligente, qui reçoit les données glycémiques et qui va faire de l'insuline plus ou moins toute seule, sans demander d'intervention au niveau du patient. C'est ça la boucle fermée, c'est-à-dire qu'il y a si je suis en hypo, la pompe s'arrête, si je suis en hyper, la pompe pousse plus d'insuline, et donc évidemment, ça équilibre les glycémies entre les repas, 24/24, surtout la nuit, mais entre les repas dans la journée. Et pourquoi elle s'appelle? Donc c'est ça la boucle fermée. La boucle semi-fermée, c'était qu'on a aujourd'hui depuis quelques années, c'est qu'il y avait uniquement l'arrêt hypo. Donc là, je vous parlais de la pompe qu'attendent avec impatience les patients, parce qu'on l'a dit intelligente, on appelle ça un pancréas artificiel, mais je suis contre le terme de pancréas artificiel, c'est un peu excessif. Elle est à boucle fermée parce qu'elle gère les hypos, elle gère les hyper, elle est hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'elle ne gère pas les repas. Attention, la boucle fermée aujourd'hui, la pompe la plus sophistiquée sur le marché, ne gère pas les repas. Bientôt, elle sera le faire, on appellera ça une pompe à boucle fermée totalement automatisée, c'est-à-dire que l'enfant diabétique aura une pompe, il mangera pas, il bougera, il dormira, il fera du sport, et tout ça sera géré de façon autonome par la pompe. Vous voyez un peu, c'est impressionnant. Et si on veut être, on va dire, avoir une pompe de plus en plus perfectionnée, le pancréas ne sécrète pas que de l'insuline, on peut imaginer que dans l'avenir, la pompe sera aussi bi-hormonale, elle administrera de l'insuline, mais aussi du glucagon. Mais aujourd'hui, la pompe dont je vais vous parler, qui est la nouvelle thérapeutique par pompe, la plus sophistiquée, c'est la pompe à boucle fermée. Et voilà les 3 modèles disponibles. Alors, il n'y a pas qu'en France, voilà, en pédiatrie, surtout chez les adultes. Vous avez 3 types de pompes sur le marché, et nous pouvons en utiliser 2 sur 3 dans le cadre d'études. Donc certains de nos patients ont soit la pompe Minimed, soit la pompe Tandem, soit la pompe... Alors celle-ci, on ne l'a pas parce que c'est au-dessus de 18 ans. Vous voyez, il y a certaines pompes qui ne sont pas encore disponibles en pédiatrie. Est-ce que vous voulez que je vous les détaille? Quelle est la différence entre les 3? Bon, rapidement, ça c'est une pompe avec une grande tubulure. Ça c'est une pompe avec une grande tubulure. Ça c'est une pompe patch, vous voyez, elle est toute petite, il n'y a pas de bouton, vous collez ça sur la peau, un peu comme la pompe Omnipod, et il y a une micro-tubulure. Et par contre, où sont les boutons? Tout est géré par le téléphone. C'est-à-dire que l'algorithme doit être téléchargé sur le téléphone du patient. Il n'y a pas de pompe particulière. D'accord? Et les deux là sont la mesure de la glycémie qui va envoyer les informations à la pompe pour qu'elle délivre à son tour l'insuline. Ces deux, la Tandem et la Diabeloop, utilisent la technologie de mesure continue de la glycémie qui s'appelle le Dexcom G6, qui ne demande aucun étalonnage. Je vous dis ça parce que les patients, vous voyez, en France, ce sont des enfants gâtés. Ils vont choisir la pompe qui permet de ne plus se piquer au bout du doigt, parce que celle-ci, la Minimed, pour l'instant,
la mesure continue de la glycémie demande au minimum 2 calibrages capillaires par jour. C'est-à-dire qu'il faut entrer une glycémie capillaire 2 fois par jour. Dans quelques mois, on aura pour la pompe Medtronic une absence de calibrage. Donc, vous voyez que bientôt, ces pompes-là seront très similaires. Elles le sont déjà. Il y a des petites nuances sur lesquelles je passe, mais je pourrais répondre à vos questions. Donc, voilà une technologie très sophistiquée et voilà le résultat. Voilà le schéma de l'intérêt de ces pompes. Voilà mon patient qui est relativement variable, mais vous voyez que si un patient, voilà sa mesure de glycémie, voilà les données glycémiques de toute la journée, hein, donc entre minuit, midi, 16 heures, minuit. Bon, si vers 16 heures, la glycémie se met à chuter parce que l'enfant est en train de faire l'activité physique, et si la pompe, cette information glycémique de diminution de la glycémie, on n'est pas à 60, hein, vous voyez que la pompe, ce qui est rose, c'est le débit de base. Qu'est-ce qui se passe quand la glycémie approche l'hypoglycémie est proche? Vous voyez que la pompe diminue et arrête le débit de base. Il n'y a plus d'insuline qui passe. Alors évidemment, comme il n'y a plus d'insuline qui passe, ben la glycémie remonte. Si à l'inverse, la glycémie approche les 200, vous voyez que non seulement en plus du débit de base, il y a des microbolus, c'est-à-dire ces petites barres, c'est la pompe qui les fait toute seule sans demander au patient. Vous voyez, donc il y a des suspensions de débit de base et des rajouts de microbolus pour faire en sorte que la glycémie, quand elle diminue pas trop, et quand elle monte pas trop. Et au total, vous allez voir qu'on arrive à maintenir des courbes continues de la glycémie 24 heures sur 24 dans des cibles qu'on n'a jamais pu obtenir. Voilà un exemple. Alors évidemment, je vous l'ai sélectionné, mais vous voyez que c'est un patient qui est très sérieux. Et ben voilà, on a 94% du temps qui est passé dans la cible entre 80 et 160. Donc, c'est corrélé avec une hémoglobine glycée à 6,0. Vous voyez ce patient-là, minuit, 7 heures, 14 heures. Et si jamais, vous voyez que sa glycémie monte un petit peu vers 200, vous voyez les microbolus sont là pour corriger. Et si jamais, là c'est 12 heures, la glycémie approche des 60, vous voyez que le débit de base qui est indiqué en rose, la pompe a arrêté le débit de base. Et toutes ces interventions autonomes de la pompe, soit en faisant des petits... Alors ça, c'est gros bolus, c'est le bolus du patient. Quand je l'expliquais, les repas sont gérés par le patient lui-même, donc il fait ses bolus le matin, le midi et le soir. Mais les petits points bleus, ce sont des microbolus qui sont effectués par la pompe toute seule, sans action de l'enfant. Quand on a une tendance hyperglycémique, on a des microbolus, et quand on a des tendances hypoglycémiques ici, eh bien, on a arrêt du débit de base. Voilà, tous ces résultats permettent d'avoir des courbes qu'on n'a jamais pu obtenir, même avec des pompes conventionnelles. Là, je vais vous montrer quelque chose qui est un peu excessif. On a des patients particuliers en pédiatrie, vous aussi, vous avez des patients qui sont non adhérents. Un patient non adhérent, c'est par exemple ce patient-là, il n'empêche qu'il a quand même une pompe à boucle fermée. Il ne fait aucun bolus. Vous allez me dire, mais nous en Tunisie, on n'accepte pas ça. Mais vous avez bien raison, mais nous, on a des patients qui sont parfois un peu particuliers. En tout cas, on n'arrive pas à les... Ce patient-là ne fait pas de bolus. Il faut clairement, c'est pas bien. On est d'accord, mais un patient, vous voyez, on voit plus apparaître ces bolus parce qu'au petit déjeuner, il ne fait pas son bolus. Et ben, qu'est-ce que ça se produit? Ça se traduit par quoi? Ben, évidemment, sa glycémie, après le petit déjeuner, elle va monter. Après le déjeuner à 12 heures, elle va monter. Après le dîner, comme il ne fait pas de bolus, elle va monter. Je précise bien que la pompe n'est pas faite pour ça. Aujourd'hui, la pompe ne peut pas gérer les repas. Mais malgré ça, ce patient qui n'est pas adhérent, qui ne fait aucun bolus, enfin en tout cas ces 2 jours-là, il a fait aucun bolus. Peut-être pas tous les jours, mais en tout cas, il y a des jours comme ça qu'on arrive à capter dans son lecteur. Et bien, vous voyez que la pompe, avec ces tas de petits microbolus qu'elle fait, ces petits points bleus, elle arrive, rendez compte, à relativement bien équilibrer un enfant qui a une pompe, un débit de base et qui ne gère pas ses repas, il ne fait pas ses bolus, enfin peut-être pas tous les jours. Vous voyez, donc la pompe fait un espèce de rattrapage et 64% du temps passé dans la cible, ça équivaut quand même à une hémoglobine glyquée qui est de l'ordre de 7,5%. Et avouez qu'un enfant qui fait aucun bolus pendant plusieurs jours d'affilée, en général, il n'est pas à 7,5% d'hémoglobine glyquée. Vous voyez un petit peu l'intérêt de cette technologie. Je vais passer vite sur mon avant-dernière plaque. Attention, je voudrais bien insister sur le fait qu'il ne faut pas que ce soit la course en envers. Cette technologie est extrêmement coûteuse. Les patients, comme en France, c'est remboursé à 100%, l'exigent souvent. Mais vous voyez que entre 2011 et 2018, l'exemple de la mesure continue
de la glycémie, je vous l'ai dit, en particulier, ce n'est pas des données françaises, mais vous voyez, sur ces données, on a eu de plus en plus de patients qui bénéficient, et maintenant c'est pratiquement 100%, d'un système de type Holter, qui ont une mesure continue de la glycémie. Donc ça n'a fait qu'augmenter. Et vous voyez que ça, c'est des courbes d'hémoglobine glyquée. La courbe d'hémoglobine glyquée, marron, c'est avant le développement de la mesure continue de la glycémie, avant 2012. Et la courbe bleue, c'est plus récemment, c'est des patients, une cohorte 2016-2018, où on avait un grand pourcentage, 40% des enfants qui bénéficiaient, des diabétiques, ce ne sont pas des données pédiatriques, qui bénéficient d'une technologie assez sophistiquée. Et bien, vous voyez que ce n'est pas parce qu'on avait dans cette étude une technologie de type lecture continue de la glycémie sophistiquée qu'on avait un taux d'hémoglobine glyquée chez l'adolescent. Là, j'ai pris l'exemple 15 ans, là, c'est-à-dire chez les adolescents qui traversent une période d'équilibre qui sont difficiles. C'est-à-dire que plus de technologie ne veut pas dire forcément un meilleur équilibre glycémique. Il faut accompagner par les équipes, par l'accompagnement personnel, personnalisé suivant le milieu familial. Ça, c'est très important. Et donc, voilà, donc je vous l'ai dit, la technologie, c'est bien, les nouveaux traitements, c'est bien, mais comment les utiliser? On est confronté à des problèmes épidémiologiques avec des patients qui arrivent et qui vont continuer à augmenter en nombre. Tous les diabétologues pédiatres s'attendent à voir arriver, j'ai bien entendu l'augmentation de la prévalence dans la période Covid, mais je pense que si on sort du Covid, vous verrez qu'en Tunisie, vous aurez aussi une augmentation de la prévalence du diabète de type 1, et nous aussi. Et donc, il faut réfléchir à comment utiliser ces nouveaux outils. Donc, si vous allez sur ce site-là, nous avons à Lyon, nous, opté. Alors, c'est une expérience qui n'est pas si originale, ça existe dans quelques autres pays, mais en tout cas, elle est unique en France. Nous avons, malgré le Covid en août dernier, en 2020, malgré le Covid, parce que l'hôpital n'avait de l'argent que pour le Covid, l'hôpital public, le CHU de Lyon, nous a permis d'avoir cet étage dans un bâtiment médical qui n'est pas l'hôpital. Vous voyez, c'est de la diabétologie en dehors de l'hôpital. Voilà le premier point original, qui ne concerne que le diabète de type 1. C'est-à-dire, c'est un service de diabétologie où on ne voit que des diabétiques de type 1. On fait de l'enfant et de l'adulte, de 0 à 99 ans. Donc, troisième originalité, on fait du diabète de type 1 dans un espace dédié, en dehors de l'hôpital, avec des pédiatres, des diabétologues d'adultes. Certes, on se connaît depuis 30 ans, mais on se retrouve dans un service commun. Donc, j'ai des médecins, moi, qui ont été assistants dans mon service, mais qui sont de formation de diabétologue d'adultes. Tous ces moyens sont partagés. On a des moyens qu'on n'avait absolument pas à l'hôpital. Vous voyez que c'est plus sympathique. Ça ressemble pas à l'hôpital. On a une pièce que je n'ai pas pu vous montrer. On fait beaucoup ces fameuses plateformes. On a une pièce où il y a 4 ou 5 soignants, médecins, mais aussi infirmières, diététiciennes. Vous voyez là, la diététicienne, elle est devant son ordinateur et elle explique à distance. Le patient peut être à 100 km. Elle fait un atelier diététique. Donc, beaucoup de télémédecine, de diabétologie connectée. Tout ça, c'est une façon de répondre. En tout cas, nous, on a décidé d'aller dans ce sens-là. Il n'y a pas que les nouvelles molécules, il faut savoir les utiliser. Il y a l'augmentation des patients, et ce que j'ai montré par cette plaque tout à l'heure, c'est un risque, c'est-à-dire que même s'il y a de nouvelles technologies, de nouvelles molécules très performantes, si la prise en charge, c'est-à-dire le suivi du patient, la consultation, la téléconsultation ne suit pas, on va avoir plus de patients et moins un projet de soins qui va se détériorer parce que les équipes médicales seront surchargées, et ça, c'est pas bon non plus. Je finis là parce que j'ai dépassé légèrement mon temps, 40, voilà, je finis là. Si vous avez des questions, on reste évidemment très ouvert. Donc, je vais montrer les nouveaux traitement, molécules, stylo, pompe, mais c'est du traitement substitutif. On peut faire mieux avec le traitement curatif, mais je l'avais déjà parlé plusieurs fois. Donc, on arrive à faire des états, pas chez l'homme, mais à faire de la greffe de cellules à partir de cellules souches qui peuvent être injectées et protégées en co-injectant certains gènes dans les cellules bêta qui du coup sont remises chez l'animal. Contrairement à là, quand elles ne sont pas protégées, elles vont être détruites. C'est ça le problème de la greffe. Les cellules bêta sont à nouveau détruites. Donc on peut faire dans l'avenir la guérison de nos enfants diabétiques. Ce sera de leur prendre des cellules souches, de les modifier et de leur réinjecter des cellules souches qui sont devenues des cellules bêta et qu'on programmera pour ne pas être rejetées par le système immunitaire. Ça, c'est la thérapie
curative du diabète, et tous nos enfants diabétiques qui sont sous insuline peuvent aspirer un jour être guéris par la thérapie cellulaire. Il y a mieux que le traitement curatif, c'est empêcher la survenue du diabète de type 1, et là ce sont tous les essais d'immunoprévention, et là je peux en parler. À Lyon, nous avons au moins en cours 2 essais thérapeutiques pour utiliser des immunosuppresseurs pour essayer dans l'avenir d'empêcher de dépister et d'empêcher le développement du diabète de type 1 auto-immun. Voilà, j'étais un peu long. Dernier point, puisque c'était quand même un peu lié aux nouveautés. Voilà, toutes les pompes, les stylos, je vous en ai parlé. Nous avons en pharmacie en France de nouvelles formes de glucagon, pas forcément celui-là qui est un stylo pré-rempli, mais le glucagon nasal est arrivé en France en pharmacie. Merci pour votre attention.